Cette semaine, sur le net, l'école entame sa révolution numérique. L'actualité de la semaine et la vidéo de la semaine. Cours de français au collège Jean Massé de Clichy dans la banlieue parisienne. Cet établissement fait partie des 69 collèges français où est expérimentée l'utilisation du manuel scolaire numérique. Objectif, alléger le poids des cartables et développer des pratiques pédagogiques innovantes à partir des nouvelles technologies. Ainsi, dans cette classe de 5e, les devoirs se font sur la toile. Je suis allée voir sur internet les exercices que vous aviez remplis en cours hier pour certains et pour d'autres que vous aviez terminés à la maison. J'ai pu voir que certains d'entre vous avaient réessayé de faire 4 fois le même exercice. Ces exercices sont ensuite corrigés en classe sur un tableau numérique interactif, un outil qui peut également aider à mobiliser l'attention des élèves. L'intérêt est de passer par un autre support, quelque chose qui permet aux élèves d'être plus dans l'interactivité. Bon, ça, c'est une évidence. On est aussi dans quelque chose d'un peu plus ludique au départ, mais qui finalement leur permet de se réapproprier des leçons, des exercices qu'ils pensaient un peu trop rébarbatifs donc à l'écrit. Séance de lecture multimédia pour les cours de langue ou exploration virtuelle via Google Earth pour les cours de géographie. Les activités se basant sur ces ressources numériques viennent compléter et approfondir le travail effectué sur un manuel classique. C'est donc une révolution qui est en marche dans les salles de classe, des mutations qui semblent séduire les élèves. Le premier effet, c'est la surprise, c'est l'attrait finalement par rapport à la modernité de l'école qui paraissait un peu poussiéreuse. Et puis dans un second temps, c'est un travail plus sur la longueur où ils vont sentir l'intérêt de cet outil qui leur permet de ne pas être gênés par leur écriture qui parfois est un peu difficile. On la travaillera par ailleurs. Ou alors qui les incite aussi à communiquer entre eux ou avec nous puisqu'il y a les environnements numériques du travail qui nous permettent de poursuivre ces échanges. Ainsi, les manuels se modernisent sous l'impulsion des pouvoirs publics et des éditeurs. Et avec l'avènement du web participatif, arrivent de nouveaux acteurs sur le marché. Le livrescolaire.fr, par exemple, propose gratuitement sur la toile des manuels rédigés de manière collaborative par des professeurs. Si on a décidé de procéder de façon collaborative, il y a plusieurs raisons. La première vient du fait que les enseignants sont de façon générale, et à juste titre, très critiques à l'égard des manuels qu'ils utilisent. Et nous avons décidé d'intégrer en amont, au moment même de l'écriture des livres, ces remarques, afin que nos manuels répondent au plus près aux attentes des enseignants. Et puis l'autre raison, et là il s'agit vraiment d'une conviction intime de notre équipe, et qui consiste à penser que procéder de façon collaborative, ça permet de cette façon à des dizaines d'individualités de partager leur expérience, de mettre en commun leur savoir, leur expertise, et donc de faire émerger de cette façon une véritable richesse pédagogique qui profite aux élèves et à chaque enseignant qui utilise le manuel. Mais alors que l'expérimentation entre dans sa 2e année dans les collèges français, force est de constater que de nombreux obstacles entravent encore le développement du numérique à l'école. Il y a des contraintes qui sont liées à l'équipement, tableau blanc interactif, connexion à Internet, réseau, équipement informatique. Il y a des contraintes qui sont liées à la formation des enseignants, aux usages, aux mentalités, qui évoluent certes, mais pour lesquelles il reste encore beaucoup de travail à faire. Et puis la principale barrière, le principal obstacle, on ne peut pas le nier, il est d'ordre financier. Les équipements, la formation et les licences des manuels scolaires représentent en effet des investissements conséquents pour les pouvoirs publics. La généralisation de ces outils numériques à l'école reste néanmoins l'une des priorités de l'éducation nationale. Et avec l'apparition des tablettes numériques, voici à quoi pourrait ressembler l'école de demain. L'actualité de la semaine. La lutte contre le narcotrafic se poursuit au Mexique. Dernier succès en date des autorités, l'arrestation ce week-end d'un des narcotrafiquants les plus recherchés du pays, Sergio Villarreal alias El Grande. Un coup de filet présenté comme une victoire par les forces de l'ordre alors que le pays fait face depuis 2006 à une guerre des cartels qui aurait provoqué la mort de plus de 28 000 personnes. Depuis peu, ce conflit s'exporte sur la toile. De plus en plus de blogueurs tentent en effet de prendre le relais des médias traditionnels dans la couverture de cette guerre. Le site Blog del Narco, créé par des universitaires mexicains, met régulièrement en ligne articles, vidéos et photos. Ces clichés ont ainsi été pris au moment de l'arrestation de Villarreal. Des informations qui permettent de suivre l'actualité de la lutte contre le narcotrafic presque en temps réel et qui sont récupérées auprès des citoyens, des forces de l'ordre, mais aussi directement auprès des cartels.
Ceux-ci ont d'ailleurs bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à utiliser le web. Depuis quelques mois, des centaines de vidéos réalisées par des trafiquants de drogue envahissent la toile mexicaine. Des clips dans lesquels certains cartels vantent leurs exploits et menacent directement les autorités. Plusieurs vidéos mettent également en scène des narcotrafiquants retenant en otage des membres de groupes concurrents afin de les intimider. Une situation que dénonce ce blogueur qui qualifie désormais YouTube de narcotube. Selon lui, le site de partage vidéo est devenu un espace de gestion des relations publiques pour les cartels. Il regrette l'impuissance des autorités face à ce phénomène. Le Cachemire indien est sous haute tension après les violents affrontements lundi entre des manifestants séparatistes et les forces de l'ordre qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. La région himalayenne connaît en effet un regain de contestation de la souveraineté indienne depuis 3 mois. Une contestation largement relayée sur la toile. Plusieurs vidéos des rassemblements de lundi sont disponibles en ligne. Ici, les protestataires chantent des slogans anti-indiens et appellent à l'indépendance de la région. Certaines vidéos comme celle-ci montrent également les manifestants exprimer leur colère à l'égard des États-Unis, suite à l'affaire Terry Jones, le Cachemire indien étant à majorité musulmane. Par ailleurs, de nombreuses photos prises lors des manifestations circulent sur le web, des clichés qui permettent de se rendre compte de la violence des affrontements qui ont opposé les séparatistes aux forces de l'ordre. Certaines images semblent même montrer des policiers faire usage de leurs armes sur les protestataires. Les séparatistes utilisent aussi les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Sur Twitter, les messages incitant les autorités indiennes à quitter le Cachemire se multiplient. La plupart affirment que le retour au calme dans la région ne sera possible qu'une fois l'indépendance acquise. De son côté, ce blogueur indépendantiste fait preuve de pessimisme quant à l'issue du conflit. Selon lui, la situation risque de ne pas évoluer. Les habitants du Cachemire continueront à réclamer leur indépendance tandis que les autorités continueront leur répression. Aux États-Unis, le mouvement ultra-conservateur du Tea Party semble plus fort que jamais à l'approche des élections de mi-mandat qui doivent se dérouler en novembre dans le pays. Dernière victoire en date, la nomination de Christine O'Donnell pour représenter le Parti républicain lors de l'élection sénatoriale au Delaware, une montée en puissance largement commentée en ligne. Ce journaliste blogueur rappelle que la popularité grandissante de ce mouvement ultra-conservateur représente une source d'inquiétude pour les républicains modérés. Ces derniers seraient en effet obligés de s'aligner sur les positions parfois extrêmes des membres du Tea Party pour survivre politiquement et ne pas paraître trop conciliants à l'égard de Barack Obama par une partie de l'électorat républicain. Cet internaute estime de son côté qu'en remportant plusieurs primaires, les membres du Tea Party ont envoyé un message clair. Une victoire des républicains lors des élections de mi-mandat ne pourra se faire qu'avec l'aide des ultra-conservateurs. Une situation qui pourrait finalement bénéficier aux démocrates, comme l'explique cet analyste politique du Wall Street Journal. Selon lui, les électeurs républicains modérés pourraient se tourner vers le parti d'Obama pour signifier leur rejet de positions trop radicales. En attendant, les adeptes du mouvement Tea Party poursuivent leurs efforts sur la toile. Plusieurs sites comme ceux-ci invitent les citoyens à se battre pour défendre les valeurs traditionnelles du pays. Et preuve que les ultra-conservateurs souhaitent inscrire leur mouvement dans la durée, cette chanson, réalisée par des partisans, son titre « Nous ne disparaîtrons pas ». Et la vidéo de la semaine. Après Tetris, Pong et Space Invaders, voici la reconstitution à échelle humaine de Pac-Man. Dans le cadre du Game Over Project, l'artiste belge Guillaume Raymond met en scène une centaine de personnes pour rendre hommage à ce jeu vidéo mythique.